Bien, s'il vous plaît, nous allons reprendre le cours de cette journée. Si vous me permettez d'abord brièvement de remercier les organisateurs de m'accueillir ici à Grenoble. Je suis très heureux de venir vous rencontrer, non pas en tant qu'individualité comme François Duquesne, mais comme membre de l'équipe de droit social de l'Université de Strasbourg, à laquelle j'appartiens depuis quelques années. Voilà, donc une représentation aussi de l'université qui se fait par ce biais. À regarder le programme à nouveau, que j'ai sous les yeux, je me dis que j'ai beaucoup perdu ce matin. Mais j'étais dans les aléas du transport, c'est inouï, vous voyez, bon. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Pally, qui va nous parler de la réception du barème en droit comparé, immédiatement. Et puis, nous ferons ensuite, donnerons la parole aux autres intervenants. Je vous remercie beaucoup. Alors, à mon tour d'adresser mes remerciements aux organisateurs du colloque. C'est vrai que c'est une occasion très importante pour moi, d'autant plus que le droit comparé ne s'invite pas à tous les colloques. Et parfois même, il faut justifier sa présence, il faut commencer par expliquer quel serait l'intérêt par rapport au sujet. Et c'est vrai qu'en commençant, je peux vous dire que je ne vais pas essayer de vous convaincre, n'est-ce pas, que le droit comparé est intéressant pour vous. En tout cas, je tiens à vous dire que les yeux sont tournés vers la France depuis qu'il y a cette affaire du barème. Et je suis en contact avec plusieurs collègues étrangers comme moi, vous pouvez imaginer, des Italiens, des Espagnols, des Grecs, etc., qui attendent de voir qu'est-ce qui va se passer, puisque les incidents sont très importants et vous savez très bien que maintenant on est confronté au problème des vases communicantes, c'est-à-dire ce qui se passe ici. Si la réforme aboutit à une véritable introduction, à une acceptation justement du barème, ça va avoir forcément des conséquences dans d'autres ordres juridiques. Donc, je ne vais pas essayer de vous convaincre. Sans plus tarder, je vais vous présenter du coup mon plan. Alors, comme tout bon juriste français, parce que même si mon accent grec m'est trahi, inutile de vous dire que ça fait quand même 25 ans que je suis en France, donc j'ai bien un plan en deux parties. Hein. Donc, ma première partie portera, j'espère qu'elle va vous intéresser, mais elle va vous dépayser sûrement, puisque, comme vous voyez, je l'intitule « L'arbre qui cache la forêt hein, ». Vous voyez, les proverbes, j'en ai appris en 25 ans. Et là, en l'occurrence, je l'utilise parce qu'il me semble que la discussion sur les barèmes fait perdre de vue quelque chose de très important, c'est-à-dire que là, on a une règle de droit, l'obligation de justifier les licenciements. Lorsqu'il y a violation, il y a sanction. Et en fait, l'indemnisation n'est pas la seule sanction envisageable en droit comparé. Donc, j'aimerais bien qu'on prenne du recul. C'est pour ça que je l'appelle le zoom en arrière, en espérant que ces termes vous parlent. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner pour voir comment ça se passe dans d'autres ordres juridiques où l'indemnisation n'est pas la sanction prioritaire du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et une fois qu'on aura justement dressé un petit bilan, n'est-ce pas, de cette comparaison, en deuxième partie, je vais examiner plus précisément les cas italiens. Ah, vous avez cru comprendre que j'étais italienne? Eh ben non. Et donc, on va examiner les cas italiens parce qu'effectivement, là, il y a des similitudes avec le droit français et effectivement, on peut tirer quelques conséquences qui nous seront utiles. En espérant que maintenant ça marche, voilà. Donc, dans ma première partie, les barèmes arbres qui cachent la forêt, comme je vous disais auparavant, il y a deux sanctions envisageables, notamment en droit européen et international. Il ne faut pas oublier que la Convention internationale numéro 158 et la Charte sociale européenne, lorsqu'il est question des sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et surtout la Convention internationale, parle d'abord de réintégration. Ce qui paraît tout à fait logique, d'autant plus que la réintégration est précisément justement une nullité. Les licenciements n'auraient pas dû exister. Conséquence, les salariés devraient pouvoir obtenir son poste de travail, retourner au poste du travail. Alors, donc, réintégration ou indemnisation. Et donc, à partir de là, je dois vous avouer que j'ai eu une hypothèse de départ, parce que moi aussi, j'aimais mettre des hypothèses en tant que chercheur, et je me disais que finalement, la sanction, peut-être qu'elle est fonction de la place que la norme que j'ai évoquée tout à l'heure a dans l'ordre juridique. Je m'explique. Que si par exemple on estime
que le droit de ne pas être licencié sans motif valable est un droit fondamental, j'ai supposé que dans ces ordres juridiques, on aurait tendance effectivement à pratiquer la réintégration. Alors, du coup, j'ai fait appel à vos connaissances en du droit français, parce qu'en droit français, précisément, les licenciements nuls ou illicites, on lui accorde effectivement comme sanction la réintégration de droit. Donc, justement, je me suis dit, regardons qu'est-ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'il y a des systèmes juridiques où, en considérant effectivement comme un droit fondamental les licenciements, le droit de ne pas être licencié injustement, justement sanctionne par la réintégration. Et en fait, en faisant ma recherche sur le droit portugais, j'ai constaté qu'effectivement, ce droit épousait parfaitement en fait mon hypothèse de départ, parce que, aussi curieux que cela puisse paraître, il y a un article dans la Constitution donc portugaise, selon lequel il est interdit non seulement les licenciements discriminatoires, mais aussi les licenciements injustifiés. Et évidemment, puisqu'il y a cette disposition constitutionnelle, elle est mise en œuvre par des articles du Code du travail portugais qui prévoient explicitement la réintégration comme donc sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse, accompagné d'ailleurs, ça c'est quand même très intéressant de le voir, accompagné non seulement avec une indemnisation du préjudice subi, alors là, aussi bien patrimonial qu'extra-patrimonial, ce qui couvrirait par exemple ce qu'on a dit auparavant, l'hypothèse du licenciement abusif, mais en plus, le paiement des salaires échus entre l'éviction du salarié et sa réintégration. Alors, oui, les droits portugais n'excluent pas l'indemnisation, et c'est-à-dire que si la réintégration n'est pas possible, mais encore faut-il l'éprouver. L'employeur ne peut pas s'opposer comme en France, où tout simplement il s'oppose et du coup la réintégration n'a pas lieu. Il faut qu'il prouve que la réintégration est impossible, et en fait l'indemnisation, lorsque les salariés qui le demandent, c'est les simples, alors que lorsque l'employeur qui les demande, c'est le double. D'accord ? Alors, c'est vrai que j'étais très étonnée de découvrir que ce régime a été maintenu alors que le Portugal, comme mon pays natal, a subi les conséquences de la crise financière de 2008 et ils ont réussi à les maintenir. À partir de là, mon hypothèse de départ ne se confirme pas parce que, regardez le droit allemand par exemple, en droit allemand, les principes du licenciement que le licenciement doit être justifié, qu'il doit avoir une cause, il doit être un licenciement socialement justifié et consacré uniquement dans une règle légale. Donc on a l'article 4 de la Kündigungsschutzgesetz qui prévoit que le licenciement injustifié est interdit et quelle en est la conséquence, la sanction est encore une fois la réintégration. Donc la première chose, la priorité est donnée à la réintégration et ce n'est que dans l'hypothèse où la réintégration encore une fois n'est pas possible et que ceci est prouvé, que la salariée obtiendra une indemnité qui, à la différence de l'indemnité portugaise, cette fois-ci elle est maximale, 12 mois de salaire, alors que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que l'indemnité du droit portugais elle est minimale. Alors, déjà, je peux dire, les finances des deux pays ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Mais c'est une affaire peut-être des principes. C'est à vous d'en juger. Alors, je passe au droit italien, et je vais quand même m'arrêter après le droit italien, parce que sinon ça va faire effectivement juxtaposition, ce n'est pas l'objectif non plus. Alors là, c'est la situation inverse. Là, en fait, les décisions de la Cour constitutionnelle italienne nous disent clairement que le droit à ne pas être licencié sans motif valable est un droit fondamental qui découle du droit au travail, l'article 4 de la Constitution italienne. Et pourtant, justement, les décrets législatifs 23, donc 2015, que vous connaissez peut-être, vous en avez entendu parler du Jobs Act, a remplacé la sanction qui jusque-là était pour la plupart la réintégration du salarié par une indemnité. Alors, ça, c'est très important. On aura l'occasion d'en reparler plus loin dans la deuxième partie où il serait question du droit italien. Mais c'est vrai que du coup, effectivement, en 2015, quelques années après la France, avant la France, l'Italie est passée de la réintégration de droit à une indemnité. Alors du coup, justement, pour ne pas trop tarder avec ma première partie,
quelques conclusions intermédiaires. Qu'est-ce qu'on constate? Bon, mon hypothèse de départ n'a pas été vérifiée, elle est plutôt infirmée. Hein, puisque vous avez vu qu'on peut avoir une règle légale qui importe quand même la réintégration, comme on peut avoir un droit fondamental qui est affirmé par la Cour constitutionnelle en l'occurrence, et pourtant il n'est sanctionné que par des dommages et intérêts, par des indemnités. Et, ceci étant, j'aimerais justement insister sur le fait qu'il y a quand même d'ordre juridique qui encore aujourd'hui insiste sur la priorité de la réintégration en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et j'insiste là-dessus parce que en France, la différence entre licenciement sans cause réelle et sérieuse et illicite ou nul, si vous voulez, est tellement ancrée qu'en fait, les praticiens identifie la réintégration uniquement avec justement la nullité. Or, il n'y a pas de raison pour que la réintégration ne puisse pas fonctionner en matière d'absence de cause réelle et sérieuse. Je dirais même qu'a fortiori, ça marche mieux parce qu'il n'y a pas d'harcèlement moral, par exemple, derrière. L'employeur a engagé une procédure qui n'était pas justifiée. Par exemple, il y a absence de cause réelle. La cause n'est pas réelle. Pourquoi les salariés ne pourraient pas retrouver son poste sans qu'il y ait problème, juste parce que l'employeur s'y oppose? En tout cas, c'est mon point de vue. Alors, pour ce qui concerne donc l'Allemagne et le Portugal, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que tous les deux pays privilégient la réintégration. Et par contre, vous voyez qu'à l'absence de réintégration, les conséquences sont très différentes. Au Portugal, il y a il y a une indemnisation minimale qui est prévue, alors qu'en Allemagne, il y a une indemnisation maximale. Est-ce que cela pose problème pour les Allemands? Pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas ratifié la Convention internationale numéro 158. Voilà. Alors, du coup, je me permets de passer à ma deuxième partie. Donc, c'est le zoom en avant et je vais m'intéresser davantage au cas italien. J'ai mis les termes, et je suis très contente, après tout ce que j'ai entendu ce matin, d'avoir mis les termes barème entre guillemets, parce que c'est vrai que je n'étais pas convaincue qu'il s'agissait d'un vrai barème. Alors, vous connaissez que l'Italie, tout comme le Portugal ou la Grèce, a aussi été soumise à une très forte pression du fait de la crise. Et à mon avis, justement, le Jobs Act a dû s'expliquer d'une forte augmentation de chômage. Et donc, en 2015, ils ont introduit, effectivement, ils ont remplacé le système italien. Il est très complexe. Alors, si je vous l'explique en totalité, ça va nous prendre un peu de temps. Je vais juste rapidement expliquer qu'il y a quand même quelque chose de très étrange. C'est-à-dire que le décret législatif de 2015 ne s'applique qu'aux salariés qui ont été recrutés après le 7 mars 2015. Tous ceux qui ont été recrutés avant sont soumis au régime antérieur, c'est-à-dire qu'ils ont droit à la réintégration. Évidemment, comme on le verra, c'est une des questions qui a été posée à la Cour constitutionnelle, mais ce n'est pas celle qui nous intéresse à nous. Alors, le barème, entre guillemets, encore une fois, à l'italienne, présente un intérêt pour nous en France. Déjà, avait une vertu, encore une fois, entre guillemets, l'automaticité parfaite. C'est-à-dire que selon ces barèmes, un salarié licencié a droit à 2 mois de salaire par année d'ancienneté. Ce qui veut dire que le calcul, il est vite fait. Donc il y a un minimum, comme vous le voyez, c'était 4 avant 4 mois, mais le calcul, en fait, le juge, grâce à ces systèmes, n'avait aucune intervention. En fait, le rôle du juge était juste de qualifier que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse. Mais à partir de là, les calculs de l'indemnité se faisaient de manière automatique. Donc, c'était le bonheur de ce point de vue. Et il me semble qu'eux aussi, ils ont agi un peu rapidement et ils se sont rendus compte que leur système risquait d'être retoqué. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le voyez, rapidement, là, ça fait pas longtemps, ils ont eu un nouveau décret législatif en 2018 qui a augmenté, en fait, les minimums et les maximums. Les 4 est passé à 6 et les 24 à 36 mois. Alors, une question donc a été posée plusieurs questions ont été posées à la Cour constitutionnelle, mais celle qui nous intéresse à nous, c'est la conformité du plafond, d'une part, et d'autre part, comme on le verra par la suite, le principe d'égalité. Alors, donc, concernant maintenant la conformité du plafond. Alors, donc 24 ou 36. Déjà, la Cour constitutionnelle répond assez rapidement que la réparation intégrale n'a pas d'assise constitutionnelle.
Donc, dans la mesure où la réparation intégrale n'a pas d'assise constitutionnelle, n'a pas non plus à constituer une règle qu'on ne peut pas remettre en question, et c'est la raison pour laquelle la limitation de l'indemnisation était possible. Ça, c'est le premier point. Par contre, nous dit la Cour constitutionnelle très sérieusement, dans un arrêt qui fait 40 pages, mais par vraiment deux lignes, elle répond que, certes, donc on peut prévoir un plafond, mais en même temps, il faut s'assurer qu'il s'agit d'une indemnisation adéquate. On est tout à fait d'accord là-dessus. Sauf qu'en deux lignes, elle répond que 24 mois ou 36, ce sont des indemnisations tout à fait adéquates, donc il n'y a plus rien à discuter. Ce qui est quand même un passage très rapide sur une question extrêmement importante. Puis, ce qui effectivement a conduit, pour ceux qui ne le savent pas, n'est-ce pas, à la censure de la loi italienne, c'est précisément ce calcul automatique. Alors justement, cette simplicité a conduit effectivement la Cour constitutionnelle italienne à lui reprocher quand même une rupture au principe d'égalité. Alors en fait, et c'est précisément ce qui vous intéresse qui a attiré l'attention de la Cour constitutionnelle, puisqu'elle a dit « Ah, ce barème ne tient qu'à sur un seul critère. Le seul critère qui est retenu est le critère justement de l'ancienneté du salarié. » Or, tous les salariés qui ont la même ancienneté ne se trouvent pas dans une situation identique. Et ce qui est très intéressant par rapport au système italien, c'est qu'ils ont une conception du principe d'égalité qui est radicalement différente de la conception française. C'est-à-dire que, justement, fait sienne un peu la conception de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que deux situations différentes doivent être traitées différemment. Alors que, si vous regardez justement la décision du Conseil constitutionnel là récemment, dit tout le contraire, c'est-à-dire que les principes d'égalité ne signifient pas qu'il faut traiter différemment des situations différentes. Alors donc, on n'est pas du tout sur le même registre, et du coup, la Cour constitutionnelle italienne conclut par dire qu'il y a eu bien rupture d'égalité, puisque deux salariés qui peuvent très bien se trouver dans deux situations différentes. Par rapport à quoi? Par rapport à tous les critères que nos collègues nous ont évoqués, par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à leurs difficultés d'accès à l'emploi, etc., sont traités à égalité. Alors, quelle était la conséquence, justement, de cette décision de la Cour constitutionnelle italienne, pardon? Alors, première conséquence, ce qui est censuré, c'est les mécanismes automatiques, c'est l'automaticité. C'est-à-dire, on ne peut pas exclure totalement les juges. Les juges seront là, toujours pour pouvoir apprécier, n'est-ce pas, d'autres éléments, d'autres critères que celui de l'ancienneté du salarié. Alors, par contre, le plafond reste tout à fait valable. Au contraire, je veux dire, la décision de la Cour constitutionnelle valide les plafonds. D'accord? C'est l'automaticité qui ne fonctionne pas, mais le plafond, il est tout à fait validé. Par contre, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le travail qui va être effectué par les juges? Ça signifie qu'il pourra évaluer les préjudices du salarié entre un minimum, donc du coup les 6 mois, et les 36 mois. Mais du coup avec une entière liberté. Et vous voyez en plus que le minimum italien, il est quand même les 6 mois qu'on avait ici en France, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut regretter? Alors, moi, je regrette deux choses à la lecture de cette décision de la Cour constitutionnelle italienne. Première chose, qu'alors que, justement, la Cour constitutionnelle fait un contrôle des conventionnalités, parce que l'Italie a bien ratifié la Charte sociale européenne, donc elle fait un contrôle de conventionnalité, et elle finit par affirmer tout simplement que le plafond, il est aussi bien adéquat que dissuasif. Dissuasif ne le dit pas, mais adéquat. C'est-à-dire la question de l'adéquation, sérieusement, et la dissuasion n'est vraiment pas discutée sérieusement devant la Cour constitutionnelle italienne, ce qui est vraiment regrettable, d'autant plus qu'elle fait directement allusion à la décision finnoise. Puis, l'autre chose qui, à mon sens, est tout à fait regrettable, c'est qu'alors que la question est directement posée, puisqu'il s'agit d'un droit fondamental, selon sa propre jurisprudence, comment est-ce possible qu'on écarte totalement la réintégration? Et là, si vous voulez, je le trouve regrettable parce que précisément si on regarde la décision finnoise, à la toute dernière partie, il est bien question que parmi les sanctions,
il y a la réintégration qui ne doit pas être exclue. Or, selon le système italien que je ne vous ai pas très bien expliqué, parce que je suis toujours pris par l'angoisse d'être trop longue, c'est que alors qu'auparavant il y avait la réintégration, ils n'ont pas un système, ils ne sont pas passés dans un système comme le système français. C'est-à-dire, ils ne disent pas que la réintégration est possible et qu'à défaut d'eux, ils disent clairement que, notamment en matière de licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, désormais il n'y a qu'indemnisation. Donc, la législation écarte totalement la possibilité de réintégration du salarié. Voilà. Et si c'est un droit fondamental, pour moi, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors, pour finir, il y a une collègue qui a écrit un article vraiment qui m'a beaucoup inspiré. Pourtant, je peux vous dire, je me suis tapé les 40 pages. Alors, qui a écrit un article avec un collègue italien et qui disait, est-ce que c'est la fin annoncée du plafonnement, la décision italienne? Mais pas du tout. Parce que comme je vous ai expliqué, le plafond n'a pas du tout été discuté. Au contraire, il a été plébiscité, voire validé. On est bien d'accord, il est validé en tout cas par la Cour constitutionnelle italienne. Par contre, les barèmes à l'italienne, qui étaient un peu trop simplistes, manquaient en fait de subtilité, lui, par contre, il n'existait pas. Et comme on l'a dit, on revient à une liberté du juge entre 6 et 36 mois. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Madame Pali pour cette présentation très éclairante et vivante. Il semble donc que la question du règlement de cette réparation est quand même très très dépendante de l'environnement juridique. Très dépendante. La parole est au professeur Radet. Merci, bonjour. Je ne suis pas Jean Mouly. Pour ceux qui auraient manqué le premier épisode de ce matin, je me réjouissais à titre personnel de venir écouter Jean Mouly, qui est l'un des meilleurs spécialistes français de cette question. Et malheureusement, Jean Mouly est souffrant et donc il a fallu le remplacer au pied levé. Et comme Marielle n'avait pas le choix, puisqu'elle n'avait que moi sous la main, dont elle est le 06, elle m'a enjoint sur le champ de le remplacer. Alors, c'est un sujet difficile, la question de la conventionnalité. Et c'est un sujet qui m'irrite finalement, parce que je n'arrive pas à savoir si le système français va tomber ou pas lorsque la question sera posée à la Cour de cassation. Ça m'agace de ne pas savoir, mais je dois vous avouer que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais comme j'ai l'esprit facétieux, je trouve qu'il y a beaucoup trop de voix qui se sont exprimées en faveur de l'inconventionnalité, et j'ai très envie de plaider en faveur de la conventionnalité du barème. Voilà, je le ferai en toute mauvaise foi, avec des arguments exactement inverses de ceux qui ont été mobilisés pour démontrer, notamment ici, son inconventionnalité, mais je voulais simplement introduire un certain nombre d'éléments et vous proposer un certain nombre d'éléments de réflexion qui entrent, à mon sens, dans le débat et qui n'ont pas nécessairement été mobilisés. Alors, ce qu'on peut observer, et ça sera déjà une manière de traiter la question, c'est qu'il y a depuis une grosse dizaine d'années en France une mobilisation croissante de l'argument d'inconventionnalité pour essayer de contrer l'application de grandes réformes structurelles du droit du travail. Je parle d'instrumentalisation, c'est-à-dire à un moment donné d'utilisation dans l'argumentaire juridique de l'argument de contrariété avec le droit international, qui a l'avantage de pouvoir être soulevé devant le juge du fond par tout justiciable, alors que l'argument de contrariété avec la Constitution, alors avant 2008, ne pouvait être soulevé que devant le Conseil constitutionnel par les parlementaires, pour simplifier, au moment de l'adoption de la loi, qui peut, depuis l'introduction de la QPC, être introduit en cours de débat par les justiciables, mais dans un contexte, dans des conditions et avec un effet, et devant une juridiction, le Conseil constitutionnel, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne déclenche pas l'enthousiasme lorsqu'elle contrôle la conformité des lois aux droits sociaux fondamentaux. Donc il y a un intérêt pour ceux qui veulent combattre sur tapis vert les réformes qui ont été adoptées par le Parlement, il y a un intérêt à invoquer la contrariété avec le droit international. Et il y a eu de belles victoires par le passé, la plus symbolique étant sans doute celle contre le CNE, puisque la Cour de cassation, quelques jours d'ailleurs après que le Parlement ait lui-même sabordé le dispositif par la loi du 25 juin 2008, la Cour de cassation, le 1er juillet 2008, a également considéré que cette période sans justification de 24 mois n'était pas raisonnable au sens de la Convention 158 de l'OIT.
Alors il y a eu d'autres victoires symboliques, hein, alors, sur des textes qui sont d'ailleurs sans doute chers à celui qui habite Strasbourg. C'est pas loin de la région, hein, c'est le code de commerce local, le régime de la clause de non-concurrence. Toutes n'ont pas réussi. On se souvient de la bagarre à partir du tribunal d'instance de Brest contre la réforme de la démocratie sociale et des critères de la représentativité syndicale en 2008, qui nous a beaucoup occupés, mais qui n'a pas convaincu la Cour de cassation, qui a d'abord statué sur la conventionnalité, puis ensuite qui a fini par transmettre des QPC au Conseil constitutionnel, qui avec beaucoup de courage a dit que la loi était conforme au droit constitutionnel français. Et donc il y a cette, disons, l'inscription de l'argument d'inconventionnalité dans l'outillage du petit juriste depuis une dizaine d'années. Et donc là, depuis que les premiers barèmes ont fait leur apparition, hein, depuis le premier barème Macron de 2015, on a vu fleurir les arguments d'inconventionnalité avec le succès qu'on observe auprès de certaines juridictions du fond. Alors pourtant, ce barème a passé l'épreuve, certes, relativement limitée du référé devant le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État n'a pas trouvé matière à redire sur les ordonnances et donc n'a pas suspendu les ordonnances avant leur ratification. Vous savez qu'une ordonnance non ratifiée, c'est un acte administratif, ce qui explique le référé suspension devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a pas vu de contrariété manifeste avec les textes qui vont nous intéresser ici, c'est-à-dire la Convention 151 de l'OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne. Et le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a examiné la conformité de la loi de ratification de l'ordonnance à la Constitution française, n'a pas trouvé non plus matière à redire sur la question du barème. Il faut dire que sa jurisprudence en la matière est relativement modique. Il se trouve que, et j'y reviendrai à plusieurs reprises, le choix stratégique qui a été fait par le Conseil constitutionnel en 1975 a été de dire ce qui est constitutionnel relève du Conseil, ce qui est inconventionnel relève des juridictions administratives et judiciaires, vous laissant le champ libre, à vous, juge du fond, pour déterminer, in limine litis, s'il faut appliquer ou écarter la règle qui serait contraire avec le droit international. Alors, vous rajoutez à cela une très forte hostilité politique et syndicale à l'égard des ordonnances Macron. Un climat social marqué par une certaine prise de parole par le citoyen et les réseaux sociaux, vous avez ce que Patrick Morvan, grand pourfendeur des juridictions qui ont écarté le barème, appelle une jurisprudence virale, c'est-à-dire des juridictions prud'homales qui semblent, comme une sorte d'effet domino, écarter l'application du barème, bien aidé, il faut dire, par des argumentaires proposés par certains groupes constitués de juristes qui ont peaufiné leurs arguments et qui les proposent de manière systématique aux juridictions. Et donc, aujourd'hui, comme une sorte de compteur, on voit les juridictions prud'homales et on voit sur Twitter, dans les 15 secondes qui suivent la lecture publique, voire même peut-être très légèrement avant, on voit fleurir les juridictions, les jugements. Alors, Troyes, Amiens, Lyon à 2 reprises, Grenoble, section industrie, et Angers, la dernière juridiction, c'est Angers, le 17 janvier 2019, qui ont écarté, avec des argumentaires assez différents mais qui sont convergents, qui ont écarté le barème. Alors, très modestement, observera-t-on peut-être que ça se passe d'ailleurs dans le nord-ouest de la France. Angers, c'est déjà le sud. Hein. Je suis sartois. Angers, c'est à 40 km de la Flèche, mais c'est déjà le sud. La Loire et le sud de la Loire, c'est le sud de la France. En haut, c'est le nord. Alors, Le Mans et Caen, qui sont pour l'instant 2 juridictions prud'homales qui ont statué sur la conformité et qui ont admis la conformité du barème. Alors, reste qu'on peut effectivement regretter cet éparpillement des décisions, qu'on aurait pu souhaiter une saisine pour avis de la Cour de cassation, mais en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la saisine pour avis n'est pas possible pour statuer sur une question de conformité d'un texte légal au droit international. La Cour considère qu'il faut gérer a priori la question avant de transmettre la saisine pour avis. Je pense que c'est une grosse erreur. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi la Cour de cassation ne dit pas autre chose. Il faut dire que si on ne lui transmet pas de demande d'avis contentieux, elle ne pourra pas revirer sa jurisprudence sur la possibilité de le faire. Mais pour le faire, encore faudrait-il être joueur et prendre le risque d'obtenir une réponse qui n'est pas conforme à la réponse qu'on souhaite.
Donc en réalité, aujourd'hui, personne, en tout cas pas dans les juridictions prud'homales qui ont écarté le barème, personne n'a envie de jouer en saisissant la Cour de cassation avec une réponse qui ne serait pas celle que l'on veut. On préfère que ce soit le petit camarade qui se plante et qui obtienne la prise de position de la Cour de cassation sur le barème. Pour ce qui est de la doctrine, elle est dans sa grande majorité défavorable au barème et en faveur de l'inconventionnalité. C'est le cas de Jean Mouly, que j'incarne. C'est le cas de Julien Icard, qui a fait sa thèse sur des questions qui sont très proches, puisqu'il a fait une thèse sur l'analyse économique du droit, comme 2 autres collègues qui ne sont pas ici. Et le grand défenseur actuel du barème et de sa conformité, c'est Grégoire Loiseau, qui est professeur à Paris 1 et qui a publié, y compris d'ailleurs avant-hier, dans la Gazette du Palais, en date du 29 janvier 2019, un article qui s'appelle « Le barème d'indemnité, mésaventures en prud'homie ». Je regrette que Grégoire ne soit pas venu lui-même vous exposer ses arguments, ça aurait pu être drôle. Alors, je vais essayer d'être dialectique et donc d'examiner les arguments en faveur de la contrariété, puisque cela semble être la thèse dominante, et puis j'essaierai ensuite de me faire l'avocat du diable, ce qui est quand même le client le plus intéressant à défendre, en essayant de prendre des arguments en faveur de la conformité. Alors, les arguments qui sont en faveur de la contrariété concernent plutôt, et je me consacrerai d'ailleurs à cette question, la contrariété avec l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui est la Charte sociale du Conseil de l'Europe, l'une des 2 Europes. Alors pourquoi est-ce qu'on se focalise sur l'article 24 ? Essentiellement parce qu'il existe une décision du Comité européen des droits sociaux, dont tu as parlé, qui date de 2016, et qui a considéré qu'un barème finlandais très proche du barème français était contraire à l'article 24, et donc il fallait le considérer comme étant inconventionnel. Et en réalité, toute l'argumentation qui est retenue, à mon avis la plus pertinente, la plus périlleuse pour le barème, c'est la contrariété avec l'article 24. Alors, ça pose 2 problèmes juridiques. Le problème de la possibilité pour les citoyens français d'invoquer directement l'article 24 et de lui faire produire un effet horizontal, c'est-à-dire dans les rapports avec les employeurs. Alors, le Conseil d'État a admis cette invocabilité directe par le citoyen. La Cour de cassation n'a pas encore statué sur la question, donc on attend la réponse, mais elle a statué de manière favorable sur l'invocabilité directe des dispositions comparables de la Convention 158 de l'OIT. Donc entre l'argument du Conseil d'État et la volonté, dans un dialogue des juges, de retenir une interprétation uniforme des outils internationaux, plus sa propre jurisprudence sur un texte qui est relativement proche de l'article 24, on peut sans doute anticiper sur un arrêt de la Cour de cassation qui admettra la possibilité d'invoquer directement la contrariété avec l'article 24. Sans doute. Mais en tout cas, la Cour pourrait l'admettre. Et puis il y a le deuxième argument, qui est l'argument de fond, qui est effectivement cette contrariété qui existerait avec l'article 24 de la Charte, dont tu as rappelé le contenu, et qui effectivement nous dit qu'à défaut de réintégration, les salariés doivent percevoir une indemnité lorsqu'ils sont licenciés sans motif valable, donc on est bien sur l'absence de justification, le défaut de cause réelle et sérieuse, une indemnité adéquate ou une autre réparation appropriée. Et dans l'affaire finlandaise, alors même qu'il y avait un barème et un plafond surtout d'indemnisation, avec un système d'ailleurs de plafonnement, déplafonnement qui était relativement proche d'une autre, le Comité européen des droits sociaux a considéré que dans une décision du 8 septembre 2016, a considéré effectivement que le barème finlandais ne garantissait pas le respect de l'article 24, et a affirmé alors une règle jurisprudentielle, une solution jurisprudentielle qui semble qui pourrait faire sembler faire autorité. Il faut que la loi nationale garantisse des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. Et dans l'affaire finlandaise, ça c'est le critère qu'elle a posé, elle a considéré, il y a 2 éléments qui me semblent intéressants, ce sont les considérants 46 et 49 de la décision. Elle dit ceci, tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi, ne sont pas en rapport, alors la question c'est ça veut dire quoi, j'y reviendrai, et ne sont pas suffisamment dissuasives. Alors est-ce qu'un plafond peut être dissuasif? À mon sens, ce n'était pas le sujet, c'est le plancher qui est dissuasif, ce n'est pas le plafond. Sont contraires à la charte, et alors là, c'est là où ça va devenir compliqué. Toutefois, en cas de plafonnement des indemnités accordées en compensation du préjudice matériel,
donc c'est bien le préjudice de perte d'emploi dont il s'agit et son plafonnement, donc on est bien dans le plafond Macron. La victime doit pouvoir demander réparation pour le préjudice moral subi par d'autres voies de droit. Et elle vise, par exemple, c'est ces conclusions de 2012, elle vise, par exemple, une législation antidiscriminatoire. Et elle rajoute, le paragraphe 49, le considérant 49, le comité considère que dans certains cas de licenciement abusif, l'octroi d'indemnisation à hauteur de 24 mois, donc le plafond est plus élevé que le nôtre, qui est barré à 20 mois, le leur est à 24. Donc l'octroi d'indemnisation à hauteur de 24 mois prévu par la loi relative au contrat de travail peut ne pas suffire pour compenser les pertes et le préjudice subis. Voilà. Donc elle observe que dans certains cas, qui ne sont pas justifiés par le gouvernement finlandais, j'y reviendrai, c'est très important, la réparation peut ne pas être adéquate. Et donc elle considère que ce risque d'une réparation inadéquate établit la contrariété avec l'article 24. Alors c'est vrai, quand on observe les deux éléments mis bout à bout, la vocabilité directe plus la décision de 2016, on a l'impression que la messe est dite et que le ballottage est plutôt défavorable au barème. Est-ce qu'il est vraiment autant, et que sont les arguments, que valent les arguments qui sont prononcés en faveur du barème? Bon, certains arguments sont à oublier tout de suite. Certains de vos collègues conseillers prud'hommes ont la plume qui a glissé légèrement. Certains ont dit il n'est pas contraire à l'article 24 puisqu'il a été validé par le Conseil constitutionnel. Donc ça, il faut oublier tout de suite. Ce qui est constitutionnel relève de la procédure de QPC ou du contrôle initial. Les juridictions judiciaires ou administratives ne connaissent que des arguments d'inconventionnalité. Donc le fait que le Conseil constitutionnel ait laissé passer le barème ne veut strictement rien dire. Ça ne serait pas la première fois que le Conseil a laissé passer des textes qui ont par la suite été censurés par d'autres juridictions. On a déjà vu ça notamment en matière de droit de l'Union européenne, où le Conseil, notamment sur les critères d'âge, s'était complètement troué, pour parler de manière assez triviale, je m'en excuse. Donc les arguments, cet argument-là ne vaut rien. L'argument selon lequel la charte n'aurait pas d'autorité en France, ou que le comité lui-même n'aurait pas d'autorité en France, alors ces arguments sont sérieux, évidemment, mais la question me semble autant politique que juridique. La Cour de cassation peut-elle faire l'économie de se positionner par rapport au Comité européen des droits sociaux? Quand il a statué sur la question des forfaits jours à la française, condamné par le Comité européen des droits sociaux, il a adopté une position intermédiaire. Il a dit la loi française n'est pas suffisante, mais si les accords collectifs compensent, je vais dire pallient l'insuffisance des textes non, je la fais pas, des textes français, c'était pas volontaire, je le jure, compense l'insuffisance des textes français, le système français est sauvable. Donc la Cour a tenu compte de l'avis du Comité européen des droits sociaux, mais ne l'a pas appliqué mécaniquement. La Cour, joué son rôle et elle a utilisé la marge d'appréciation qui est laissée à la France pour la conformité avec le droit de la Charte sociale européenne. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, en réalité, c'est, partons du principe que l'article 24 est invocable directement dans les rapports entre salariés et employeurs. Partons du principe que l'argument de la proximité de l'arrêt du Conseil d'État et de sa propre jurisprudence sera suffisant. Aucune certitude, mais disons là, le ballotage est plutôt favorable. La vraie question que je me pose, c'est le barème tel qu'il existe aujourd'hui, est-il condamné par la jurisprudence de 2016 du Comité européen des droits sociaux? Et là, je dois vous avouer que je ne suis pas absolument convaincu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que fait le Comité européen des droits sociaux dans l'affaire finlandaise, c'est qu'il pose des règles, il dit que le barème est suspect, parce que précisément, a priori, plafonner la réparation, ça n'est pas le meilleur moyen de garantir une réparation appropriée. Il reçoit les arguments du gouvernement finlandais qui dit, comme d'ailleurs pourrait le dire le gouvernement français, et vous savez que le comité a été saisi par 2 recours, CGT, CFDT je crois, qui ont été déposés devant le comité, FO, donc CGT, FO, d'accord, donc a saisi le Comité européen des droits sociaux. Simplement, le Comité européen des droits sociaux dit ceci, le gouvernement finlandais ne rapporte pas la preuve, lors du débat qui s'est engagé devant le comité, ne rapporte pas la preuve que les voies qui permettent le déplafonnement sont effectives. Et donc, visiblement, lors du débat devant le Comité européen des droits sociaux,
certes, le gouvernement a dit nous avons des moyens de déplafonner, mais il n'a jamais établi que concrètement, le déplafonnement avait été opéré. Alors, la question que je me pose, et je vous la pose, et donc je n'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas je me pose la question, c'est est-ce que cet argument ne laisse pas une place à une conformité du dispositif français à l'article 24, dès lors que la pratique du barème devant les juridictions prud'homales démontrerait qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels il y a eu déplafonnement. Soit parce que le juge a attribué la réparation d'un préjudice moral en raison du caractère abusif du licenciement, et je reviens ce matin à ce cumul des indemnités, le comité parle bien d'un préjudice moral. Il ne parle pas du préjudice matériel. Je rappelle que le préjudice que vous indemnisez lorsqu'il y a un défaut de cause réelle et sérieuse, c'est le préjudice de perte d'emploi. Et le préjudice de perte d'emploi, c'est un préjudice financier, matériel. Or là, le comité dit il faut accorder un préjudice moral, et il prend l'exemple de la discrimination. Or, si on regarde le droit français, la discrimination est une hypothèse légale de déplafonnement, et la possibilité d'octroyer des dommages et intérêts en raison du préjudice moral me paraît assez clairement cumulable avec l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse, et donc cumulable avec le fameux plafond. Donc voilà, j'en suis là, mais vraiment l'observation de l'incapacité de la Finlande à rapporter la preuve que ces cas finlandais fonctionnent est très importante. Je vous renvoie aux paragraphes 51, 52 et 53 de la décision. Le paragraphe 51 est dans le vocabulaire du juge, c'est très important. C'est très important parce que les questions de preuve en matière de procès, vous le savez très bien, mais devant les juridictions suprêmes, c'est très important. Que dit le comité ? Le comité relève également que le gouvernement n'a pas fourni, dans son mémoire sur le bien fondé, d'exemples d'affaires dans lesquelles une indemnisation aurait été accordée pour licenciement abusif sur le fondement de la loi relative à la responsabilité civile. Et il continue, article 53, le comité considère que le plafonnement de l'indemnisation prévu par la loi relative peut laisser subsister des situations dans lesquelles l'indemnisation accordée ne couvre pas le préjudice subi. Et, en outre, il ne peut conclure que des voies de droit alternatives sont prévues pour constituer un recours dans de telles situations. En réalité, le comité attend qu'on lui démontre l'effectivité des cas dans lesquels une réparation hors plafond est possible. Alors, je ne sais pas, lorsque le comité sera saisi, si il va faire évoluer sa jurisprudence ou s'il va s'en tenir à ce qu'il a dit en 2016. Je ne sais pas si au moment où aura lieu l'audience, le gouvernement français va pouvoir rapporter au travers des premières décisions prud'homales des exemples concrets de salariés licenciés pour cause de harcèlement, de discrimination, de saisine du juge, dans lesquels les juridictions prud'homales auraient accordé des indemnités au-delà du forfait, enfin du plafond. Je ne sais pas non plus si les juridictions prud'homales vont accorder des indemnités pour licenciement abusif hors question de la justification, mais je pense que là, il y a une première piste. Et puis il y a une deuxième piste, après j'arrête, parce que sinon dans 2 heures, j'y suis encore. La deuxième piste, c'est qu'en réalité, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le préjudice de perte d'emploi. Qu'indemnise-t-on comme préjudice dans le préjudice de perte d'emploi ? Autrement dit, même à considérer qu'on accorde par exemple que 6 mois à un salarié, va-t-on considérer que cette indemnité de 6 mois constitue la seule indemnité qui vient compenser le préjudice de perte d'emploi ? Et là, j'avoue que je doute. Pourquoi ? Parce que l'assurance chômage, elle est là. Et parce que l'assurance chômage, qui garantit un risque de perte d'emploi, elle est financée par une cotisation salariale. Je vous rappelle que depuis octobre 2018, il n'y a plus de cotisation salariée assurance chômage. Alors vous me direz, il y a la CSG, donc on prend de la main droite ce qu'on a enlevé de la main gauche. Oui, je ne me suis pas inversé, parce que sinon ça ne marcherait pas sur le plan idéologique. Mais il reste une cotisation employeur de l'assurance chômage, et donc l'employeur, en réalité, il assure le risque de perte d'emploi. Et puis, dernière chose dont j'ai déjà parlé ce matin, et après j'arrête vraiment, est-ce qu'on est vraiment certain que le préjudice de perte d'emploi, ce sont les salaires dont le salarié a été privé après son licenciement ? Est-ce que c'est l'intégralité des salaires dont il a été privé ? Je pense que non. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a assurance chômage. Ensuite, on est dans le défaut de cause réelle et sérieuse. Le licenciement n'est pas interdit. S'il était interdit, la sanction serait la réintégration. Le licenciement n'est pas interdit. Là, il y a une hypocrisie en fait de la loi depuis 1973. On n'interdit pas à l'employeur de licencier,
il a le droit de licencier, c'est d'ailleurs constitutionnellement garanti. Simplement, il dit attention, si vous abusez de ce droit, si vous n'avez pas de justification suffisante, vous engagez votre responsabilité. Donc je pense que dans les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut faire la part des choses entre ce qui est la conséquence du licenciement, et qui est un droit constitutionnel des employeurs, et ce qui est la conséquence de l'absence de justification. Mais en tout cas, on ne peut pas absolument mélanger les deux. Je pense qu'il faut faire une séparation entre les deux. Et puis par ailleurs, dans les raisons qui peuvent justifier pourquoi un salarié va mettre du temps à retrouver un emploi, il y a des facteurs qui sont totalement étrangers à l'entreprise. L'âge, le défaut de qualification, l'état du marché du travail, les diligences ou pas faites par le salarié pour retrouver un emploi. Tout ça n'est pas imputable à l'employeur. Tout ça, c'est imputable au salarié. Bien, je vous invite à réfléchir à toutes ces questions-là. Encore une fois, vous l'aurez compris, je me pose beaucoup de questions et je serai très, très heureux que d'autres que moi apportent les réponses à ces questions difficiles. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, pour cette confrontation des arguments. Est-ce qu'on peut envisager brièvement un petit contact avec la salle, compte tenu du poids des deux interventions et des arguments développés? Oui, monsieur? Et l'enregistrement, parce qu'il me semble qu'on enregistre du colloque. Alors l'enregistrement vocal est enregistré et sera diffusé sur le site l'Exbase Radio. Mais c'est Marielle qui va... Et par l'intermédiaire du CRJ. Et les contributions seront publiées dans un dossier spécial de la revue Droit Social qui sera publié au mois d'avril. Je vous remercie. Madame? Oui, je voulais savoir quelle était votre appréciation par rapport à la convention 158. Est-ce que vous avez parlé de la charte? Alors pour moi, le contenu est le même. Enfin, Barbara pourrait revenir, mais l'exigence d'une réparation adéquate ou appropriée, pour moi, la problématique est la même. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces notions sont extrêmement floues et surtout qu'elles ne sont pas alimentées par un flux jurisprudentiel qui permettrait, même doctrinal, qui permettrait de préciser le contenu de ces notions. Et donc la question, il y a deux questions qui sont importantes. Il y a la question de la marge d'interprétation laissée aux États, pour laquelle on a finalement assez peu d'éléments, même si on sait que les États ont une marge d'appréciation, ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi aussi en Italie on a considéré que c'était adéquat et qu'on n'y a consacré que 2 lignes, parce que finalement le législateur n'a pas forcément outrancièrement dépassé sa marge d'appréciation. Et puis il y a la question de l'autorité qui va prononcer le caractère conforme ou non conforme. Et c'est là où le fait qu'il y ait 210 juridictions prud'homales en France et potentiellement 210 décisions, et si on en rajoute toutes les sections qui peuvent se prononcer, le fait que chaque conseil de prud'homme donne sa vision de la conformité à l'article 24 est problématique, parce que dans le système juridictionnel français, à un moment donné, on ne peut pas accepter qu'il y ait 210 interprétations différentes de l'article 24 de la Charte. Donc il va bien. Alors je comprends évidemment, chaque juridiction est dans son rôle sur le plan micro-juridique en statuant sur la conformité, mais sur un plan macro-juridique, en termes d'équité judiciaire, en termes d'égalité de traitement entre les justiciables, on ne peut pas se contenter d'une situation dans laquelle l'interprétation faite au Mans serait différente de celle qui serait faite à Grenoble. Techniquement, on comprend comment on arrive à cette divergence, mais politiquement, il va falloir que ça s'arrête. Il est urgent de se tourner vers le juge, hein, quand même. Peut-être encore une question? Oui. Oui, bonjour, Laurent Clément Cusin, avocat à Grenoble. Je ne suis pas sûr de résumer votre position sur le fait que les Finlandais, les Finnois, je ne sais plus, se sont fait taper sur les doigts parce que leur barème avait une vocation universelle et donc excluait des cas particuliers, ce qui n'est pas le cas du barème français, puisque avec l'élargissement de la nullité du licenciement, on sait aujourd'hui que les cas particuliers qui nous intéressent, c'est-à-dire tout ce qui est licenciement discriminatoire, tout ce qui est licenciement pour harcèlement moral, est nul et donc sort du barème.
est-ce que C'était c'est pareil. pas d'ores et déjà une prescription, C'était une protection contre la C'était nullité? pareil hein, pour le barème finlandais. Hein, c'est le article 2, chapitre 12, alinéa 3. Et je ne l'ai pas lu, celui-là. Ouais, c'est pour ça, oui, je vais vous l'envoyer. Les dispositions du paragraphe sur l'indemnisation minimale ne s'appliquent pas à l'employeur qui rompt le contrat de travail au mépris des motifs énoncés. Le dispositif, en fait, le dispositif finlandais prévoyait effectivement une fourchette, basse et haute, et la possibilité pour les travailleurs finlandais d'aller chercher une indemnisation sur le fondement d'autres législations, notamment la législation antidiscriminatoire et anti-harcèlement, et de cumuler les indemnisations. Donc en fait, eux, c'est un cumul, nous, c'est un déplafonnement, mais le résultat technique est le même. Mais nous, c'est un cumul aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que, d'ailleurs, mes confrères qui interviennent côté salarié le font très bien, à Grenoble comme ailleurs. Vous pouvez cumuler une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec une demande de dommages-intérêts supplémentaires pour, par exemple, licenciement intervenu dans des conditions vexatoires. Ça, c'est de l'abus, oui. C'est Et du puis, par cumul, exemple, oui. pour non-respect de différentes obligations, comme l'obligation de sécurité, etc. etc. Oui, non, mais je n'ai pas parlé des cumuls avec les règles relatives à l'exécution du contrat. On sait très bien aujourd'hui que pour un tas de motifs, on a intérêt à passer dans le cadre de l'exécution et pas de la rupture. La prescription est plus longue. Vous passez hors dispositif du Code de la Sécu sur la masse des indemnités, donc vous les sortez des charges sociales éventuellement. Elles ne rentrent pas dans la masse des indemnités de rupture. Donc ça, on peut le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que la législation finlandaise soit sensiblement différente du dispositif français. Donc je pense qu'on peut effectivement partir du principe qu'on ne peut pas s'en sortir pour sauver le barème en disant la Finlande c'est la Finlande, la France c'est la France. Je pense qu'il faut rentrer, c'est ce que j'ai essayé de faire, dans la décision finlandaise, partant du principe qu'elle s'applique, mais que ce qu'elle nous dit n'est pas nécessairement la condamnation du système français. C'est la Finlande qui s'était mal défendue. Oui, ou ça veut dire simplement qu'il y a une ineffectivité des hypothèses de déplafonnement finlandaises, pour des raisons d'ailleurs qui peuvent nous échapper, qui peuvent être procédurales, qui peuvent être culturelles, etc. Simplement, le comité dit, vos hypothèses de déplafonnement, ça ne marche pas. Ou en tout cas, vous ne me prouvez pas que ça marche. Donc c'est comme si elles n'existaient pas. Bien, nous allons nous tourner vers le juge alors et donner la parole à M. Henriot. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux vraiment d'être ici et de participer à ces débats que je trouve depuis le début de la matinée et vraiment sans aucune interruption, parfaitement passionnants, d'une qualité vraiment exceptionnelle, ce qui d'ailleurs place la barre très haut pour l'intervenant qui arrive maintenant. Mais non, vraiment, il y a une qualité de réflexion et d'interaction d'ailleurs avec la salle que je trouve tout à fait remarquable. Et c'est ce qui va m'autoriser d'ailleurs, dans un premier temps, si le professeur Radé m'y autorise, à endosser moi pendant 30 secondes les habits du professeur Mouly, s'il veut bien me les prêter. J'ai pas de moustache non plus, mais j'ai aussi la prétention. Non, c'est trêve de plaisanterie. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit le professeur Radé il y a un instant, qui me paraît important, mais qui me paraît devoir être complété aussi. C'est-à-dire que si on veut rendre compte, je crois, de manière vraiment complète de la position du professeur Mouly, il faut effectivement souligner ce qu'a dit le Comité européen des droits sociaux et qu'a rappelé le professeur Radé. Il reste des cas où l'indemnité ne couvre pas le préjudice subi. Mais en disant cela, le Comité européen des droits sociaux dit bien que l'objectif, c'est que l'indemnité couvre le préjudice subi. C'est-à-dire qu'il pose quand même le principe d'une adéquation. Il donne une illustration de ce qu'est l'adéquation entre le préjudice et l'indemnité. Donc il faut que l'indemnité couvre le préjudice subi. Et il me semble d'ailleurs que s'il peut difficilement en aller autrement, à partir du moment où on constate que les situations, par exemple, de discrimination ou de harcèlement moral ne sont pas les seules, évidemment, loin de là, à pouvoir couvrir toutes les hypothèses dans lesquelles le préjudice va au-delà de la simple perte de revenus. Voilà, mais c'était une façon de continuer le débat, mais je vais maintenant m'attacher à remplir ma mission. C'est évidemment, je suis dans une position extrêmement difficile parce que, au fond, c'est la question qui m'est posée, c'est de savoir comment le juge reçoit ou réceptionne le barème. Et donc, ça laisserait entendre que je devrais vous dire maintenant quel usage il va en faire et s'il va effectivement le sanctionner, le condamner ou au contraire l'approuver. Alors le professeur Adé, lui, était dans une position commode, il disait « je ne sais pas » et je ne vais pas vous dire ce que va dire la jurisprudence de la Cour de cassation.
si je comprends bien, je suis censé vous dire ce qu'elle va dire, mais je vais me dérober aussi à l'objectif. Je vais simplement essayer de reformuler la question. Au fond, la question de savoir comment le juge réceptionne ou reçoit ou accueille le barème, au fond, c'est au fond une question qui peut être formulée, me semble-t-il. C'est-à-dire, au fond, le barème trouve-t-il naturellement et aisément sa place dans le référentiel du juge? Alors, référentiel, cette fois-ci, non pas au sens technique de la notion, mais référentiel au sens de l'ensemble des éléments parmi lesquels le juge peut puiser pour motiver ses décisions en droit. Donc, au fond, la question qui nous est posée, c'est de savoir si le barème est compatible avec l'environnement juridique dans lequel il est censé s'intégrer. Alors, si c'est bien la question, évidemment, je crois que tout le monde en est conscient, le professeur Hadé l'a dit aussi, c'est pas trop s'avancer que de constater que la réception du barème dans l'office ou le raisonnement du juge ne va pas de soi, c'est un peu un euphémisme, et que l'abondance de la littérature que suscite l'introduction du barème est la première marque des difficultés qu'il rencontre à s'intégrer aisément dans le raisonnement du juge. Et puis elle est confirmée aussi par les premiers frémissements de la jurisprudence prud'homale, dont la jurisprudence grenobloise, que évidemment chacun a présent à l'esprit. Alors, pour tenter un diagnostic sur la hauteur et la nature des obstacles auxquels le barème paraît se heurter, il me semble qu'il faut prêter attention quelques instants d'abord sur le contexte dans lequel la réforme intervient. J'irai assez vite parce que le professeur Hadé l'a aussi évoqué ce matin. Mais je crois qu'on peut dire que le barème intervient dans un contexte de profonde défiance à l'égard du juge. Je reprends son mot, il l'a prononcé, donc je n'ai pas d'hésitation à le faire mien à mon tour. Et je crois que si ce climat de défiance est vérifié, je crois que personne n'en doute, il est évidemment un élément important de la réflexion sur la question de savoir comment le juge réceptionne le barème. On ne peut pas faire abstraction de cet élément de contexte. Alors, j'irai assez vite sur les éléments qui caractérisent cette défiance à l'égard du juge. On a tous en tête ces différents éléments. C'est-à-dire, d'abord, moi j'en distingue trois. D'abord, un ensemble de dispositions, de règles nouvelles qui aboutissent à un rétrécissement de l'office du juge, soit qu'on empêche ou qu'on restreigne l'accès au juge, c'est les règles de prescription, soit qu'on restreigne ses capacités d'appréciation, son pouvoir d'appréciation. Et je pense là évidemment à toutes les dispositions qui ont pour objet, très manifestement, d'éviter l'appréciation du juge sur la motivation de pans entiers de licenciement. Je pense notamment au licenciement économique avec les nouvelles règles qui président à la définition du motif économique de licenciement. Et puis je pense aussi aux dispositions qui concernent le refus par le salarié des conséquences d'un accord collectif conclu dans l'entreprise et dont le licenciement est préconstitué comme réellement et sérieusement causé. Donc je ne m'arrête pas plus avant là-dessus. Il me semble qu'il y a un deuxième élément de contexte, c'est celui qu'on peut identifier à travers les conditions dans lesquelles la réforme de la justice prud'homale est intervenue. On a tous en tête l'OPA qui a été réalisée par le ministère de l'économie, par le ministre de l'économie de l'époque sur le projet de réforme de la justice prud'homale. On sait que l'objectif était essentiellement d'introduire un échevinage quasiment systématique. Finalement, la réforme a abouti à un échevinage soft, si je peux dire, et qui a abouti simplement à ce que le bureau de conciliation puisse, s'il le souhaite, transférer l'examen d'une affaire à une formation présidée par un juge professionnel. Mais je trouve que ce n'est pas anodin ou indifférent de constater que finalement cette possibilité qui a été faite au juge prud'homal de confier l'examen de l'affaire à une formation présidée par un juge professionnel n'a été que très peu usitée, pour ne pas dire quasiment rejetée dans la grande majorité des conseils de prud'homme. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez symptomatique que les décisions qu'on a vues jusqu'à maintenant qui ont statué sur la conventionnalité ou l'inconventionnalité du barème ont été des décisions qui ont été rendues sans que les conseils de prud'homme concernés aient jugé utile de recourir
à l'aide à la décision, qui est le renvoi devant une formation présidée par un juge professionnel. C'est pourtant comme ça que la réforme avait été présentée. On avait dit qu'il y a des affaires qui sont quelquefois complexes, qui posent des questions de droit nouvelles. Dans ces cas-là, c'est pas mal que ces conseillers prud'hommes, aussi compétents soient-ils, aillent quand même s'assurer le concours d'un juge professionnel. Bon, au fond, finalement, les conseillers de prud'hommes se débrouillent tout seuls comme des grands et statuent sur la conventionnalité du barème sans avoir à recourir au juge. Ce qui me paraît peut-être plus symptomatique aussi de cette défiance et qui se rapproche plus de notre sujet, c'est aussi les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics ont argumenté la présentation du barème et ont essayé de vendre, si je peux dire, à l'opinion publique l'introduction du barème. Alors il y a évidemment l'argument de la sécurité juridique qui a été beaucoup avancé. J'y reviendrai tout à l'heure dans un instant, mais je trouve qu'il est assez symptomatique qu'on ait aussi eu recours, et c'est notamment dans l'étude d'impact, c'est pour ça que j'en parlais ce matin, dans l'étude d'impact de la loi de ratification, pardon, c'était en réalité l'étude d'impact du projet de loi d'habilitation pour les ordonnances. Et on pointait dans cette étude d'impact l'amplitude du montant des dommages d'intérêt alloués par les cours d'appel, entre 500 € et 610 000 €, et on soulignait que c'était un écart de 1 à 60. Et pour en tirer la conclusion, qui était en réalité, vous me l'accorderez, assez absurde, que se manifestait ainsi une profonde inégalité entre les salariés suivant les juridictions saisies. Alors évidemment, c'était accrédité, cette espèce de critique rampante qu'on a tous entendue. Le recours au conseil de prud'homme, c'est la loterie, c'est le jackpot. Et puis c'est accrédité plus largement, et une idée qui est potentiellement dévastatrice pour la confiance dans le juge et dans la justice, c'est que si les décisions des juges sont imprévisibles, c'est que nécessairement alors elles sont irrationnelles. L'absence de prévisibilité préconstituerait, si je peux dire, l'irrationalité des décisions des juges. Bon, et puis il y a eu, alors mais ça c'est si je peux dire, la mauvaise cerise sur le mauvais gâteau. Je ne voudrais pas encore mettre de l'huile sur le feu, mais vous avez peut-être entendu les commentaires du ministère du Travail saluant la première décision du conseiller de prud'homme de Troyes, qui a déclaré le barème inconventionnel. Un représentant du ministère du Travail a cru bon de souligner que cette décision finalement manifestait qu'il y avait encore des efforts à faire dans la formation des conseillers prud'hommes. Je trouve que là, vraiment, la défiance atteint des sommets. Voilà, alors c'est dans ce contexte que je crois qu'il fallait rappeler, parce que encore une fois, indépendamment des raisonnements tout à fait sérieux et rigoureux qui peuvent être développés pour une thèse ou pour l'autre, tout ça n'est pas indifférent sur la question de savoir comment le juge reçoit le barème. Alors, pour redonner mon propos, je vais penser d'abord au premier juge, je veux dire celui qui est en première ligne, c'est au juge prud'homal. Mais le raisonnement s'étend évidemment à tous les juges, y compris évidemment les collègues des cours d'appel qui statuent en matière prud'homale. Mais je voudrais dire que, s'agissant plus particulièrement du juge prud'homal notamment, au fond, il reçoit le barème d'abord comme un juge normalement constitué, c'est-à-dire qu'il reçoit le barème en pleine conscience de ce qu'est sa mission, c'est-à-dire celle qui consiste à faire prévaloir ou préserver la légalité dans un état de droit. Donc ça sera le premier axe à l'aune duquel on essaiera d'évaluer comment le juge peut réceptionner le barème. Et puis, en tant que conseiller prud'homme aussi, il le reçoit en mobilisant, si je peux dire, peut-être même des qualités supplémentaires ou complémentaires, en tout cas le supplément d'âme qu'apporte le statut de conseiller prud'homme par rapport à ce qu'est la situation du juge professionnel. C'est-à-dire qu'il va recevoir le barème en parfaite conscience de ce qu'est la réalité du monde de l'entreprise, de ce qu'est la réalité des conflits qui s'y nouent, de ce qu'est la réalité des voies de solution de ces conflits et de ce qu'est, au fond, la justice, lorsqu'il s'agit de traiter un litige intervenant dans le monde du travail, dans une relation individuelle de travail. Alors d'abord, donc, un juge qui s'attache à faire prévaloir la légalité dans un état de droit, mission du juge. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut placer le débat sur ce terrain élevé de la mission du juge, à ce niveau à la fois très, très général et très élevé d'exigence?
c'est parce qu'il me semble que la question des pouvoirs du juge, qui vient naturellement à l'esprit, hein, quand on parle du barème, on dit c'est une amputation des pouvoirs du juge. C'était d'ailleurs l'intitulé initial de cette intervention, et sur une proposition qu'on m'a faite, j'ai proposé qu'on l'appelle finalement le barème et la mission du juge, parce qu'il me paraît qu'au fond, ce qui est important, ce n'est pas tellement la question des pouvoirs. Chacun a compris que les pouvoirs du juge sont évidemment limités par le barème. C'est son objet, il n'y a pas lieu de s'étendre beaucoup là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le juge n'est doté de pouvoir que pour remplir une mission. Ces pouvoirs sont sans intérêt si on ne s'attache pas à la mission qu'ils sont censés réaliser, que l'exercice de ces pouvoirs est censé réaliser. Et donc la question, il me semble, est moins de savoir si le barème a une incidence sur les pouvoirs du juge, cette incidence elle est lisible, mais de savoir quelle est l'incidence de cette restriction de ses pouvoirs sur l'exercice de sa mission. Et au fond, la question c'est de savoir si le barème procède à un simple réaménagement de l'office du juge, ou si au contraire, il réalise une remise en cause plus fondamentale, voire radicale, de ses pouvoirs, au risque alors de compromettre vraiment la place et le rôle qui sont ceux du juge dans un état de droit. Donc c'est bien la question de la mission du juge qui est en question. Alors, préserver la légalité, quelle est la portée de cette exigence ? Il me semble qu'on peut essayer de l'identifier ou de la décliner dans deux registres différents. C'est d'abord en tant que juge du contrat en général, et puis c'est ensuite en tant que juge du contrat de travail en particulier. Alors, en tant que juge du contrat en général, préserver la légalité, mission essentielle du juge, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est la mission qui fait de lui le garant des équilibres propres à chaque relation contractuelle. Et au fond, c'est celui qui veut qu'il intervienne en ayant comme ligne de mire l'effectivité de la loi des parties. Au fond, que chacune des parties puisse être assurée de retirer de l'exécution du contrat les bénéfices qu'elle en attend, y compris en cas de défaillance de l'autre partie. Donc c'est la question de la sécurité contractuelle qui est ici en question, et plus précisément encore la sécurisation de la rupture des relations contractuelles, qui est une condition essentielle évidemment de la sécurité contractuelle. Alors c'est là que le débat devient, me semble-t-il, intéressant, parce que c'est précisément cet objectif de la sécurisation qui a été abondamment invoqué pour justifier l'introduction du barème. On a tous en tête l'argumentaire sécurisation, on élimine l'imprévisibilité des décisions du juge, on sécurise le risque contentieux. Ce qui fait qu'au fond, on peut se dire que pour recevoir ou réceptionner le barème sans inquiétude ni aucune réticence, le juge devrait donc pouvoir se convaincre que ce barème procure bien aux parties la sécurité annoncée et attendue de chacune d'elles. C'est sa mission, préserver les équilibres. Et je crois que tout le monde a compris de là où je veux en venir, c'est là précisément que le bât blesse, c'est qu'il ne faut pas chercher bien longtemps pour comprendre et découvrir que la sécurisation qui est attendue du barème fonctionne à sens unique, au profit d'une seule des deux parties, qui est l'employeur. Plusieurs auteurs l'ont souligné, le professeur Moulil l'a dit, lui aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le professeur Moulil tire cette conséquence non pas seulement du principe même du barème, mais aussi des modalités du barème dont il dit, et je le cite, que le législateur s'est placé du seul point de vue de l'entreprise. Donc force est de constater que le barème consacre une entorse au principe de l'équilibre contractuel. Et c'est d'ailleurs, me semble-t-il, la raison pour laquelle on peut être assez surpris que le Conseil constitutionnel ait cru pouvoir valider le dispositif en considérant qu'il poursuit un but d'intérêt général, dit le Conseil constitutionnel. En ce sens, dit le Conseil, que le législateur a entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat. Or, la prévisibilité des conséquences de la rupture ne sécurise évidemment que l'employeur qui prend l'initiative de licencier. Si bien que la sécurité juridique qui en découle, elle ne le relève pas, je suis désolé de le dire et un peu inquiet de le dire au Conseil constitutionnel, mais ça ne relève pas de l'intérêt général, mais d'un intérêt partisan. Je veux dire partisan au sens où c'est l'intérêt d'une seule des deux parties au contrat. Il me semble qu'il y a là matière à hésiter pour le juge à s'emparer finalement d'un barème s'il est conscient qu'en s'emparant de ce barème, il adopte une logique qui, au prétexte de sécurisation, rompt en réalité l'équilibre des parties au contrat. Alors, je sais bien que l'objectif qui a été affiché, ce n'est pas seulement de la sécurisation, qu'en arrière-plan, si je peux dire,
ou de manière un peu surplombante à cet objectif de sécurisation, il y a aussi l'objectif de favoriser l'emploi. Le Conseil constitutionnel s'y est aussi référé. Mais au fond, à supposer même que le pari soit gagnant, c'est-à-dire que les effets annoncés de la sécurisation par le barème aboutissent à une amélioration réelle de la situation de l'emploi. Chacun peut penser ce qu'il veut de cette question, mais en tout cas, on peut constater que cet objectif n'est poursuivi qu'au moyen d'une mesure ou au prix d'une mesure qui, par une sorte de privilège un peu exorbitant quand même, il faut bien le reconnaître, met par avance une des deux parties à l'abri de l'aléa judiciaire. Ce que le barème éradique, c'est l'incertitude. Donc, pour l'une des deux parties, il n'y a plus d'incertitude. Alors que la rationalité à laquelle obéit le juge, celle, me semble-t-il, du procès équitable avant tout, suppose qu'elles supportent toutes les deux et de la même manière l'aléa inhérent à toute production judiciaire, inhérent à ce qu'on appelle l'office du juge, c'est-à-dire interpréter et appliquer la loi, la règle de droit. C'est bien, une fois de plus, ce qui est au cœur de la mission du juge et ce qui me paraît être compromis par l'introduction du barème. Alors, il y a aussi une deuxième dimension, c'est que c'est aussi le juge du contrat de travail. Et dans ce cadre spécifique, me semble-t-il, l'exigence de préservation de la légalité prend une dimension particulière. Bon, bien sûr, il s'agit là aussi encore d'assurer la cohérence, l'effectivité des règles du droit du travail et des équilibres qu'elles ont pour but de préserver. Le juge en est le garant. Mais au cas particulier, ça revient plus précisément, me semble-t-il, à assurer l'effectivité du principe qui a été posé, souvenons-nous-en, en 1973, d'un licenciement qui doit être causé. C'est une garantie essentielle, évidemment, pour le salarié, et c'est le corollaire des pouvoirs reconnus à l'employeur. Chacun sait que c'est la pierre angulaire des relations contractuelles qui les unissent. Or, précisément, parce qu'elle sécurise les conséquences de la rupture du contrat de travail au profit de l'employeur, en lui permettant finalement d'anticiper le coût du licenciement, la barémisation de l'indemnisation du licenciement dilue l'exigence d'un motif réel et sérieux. Elle se résume à une simple anticipation monétaire de ce qu'il faudra payer pour mettre fin au contrat. Beaucoup d'auteurs l'ont déjà dit, le barème fixe par avance le prix de la violation de la loi qui exige une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc à travers le barème, c'est cette exigence qui est atteinte et avec elle la protection du salarié contre une rupture abusive, élément essentiel de l'équilibre du contrat de travail. Il me semble que là encore, c'est à juste titre que le juge prud'homal pourrait se montrer hésitant, pour ne pas dire plus, en tant que garant d'un ordre public social, à s'aventurer sur ce terrain, conscient des conséquences ultimes d'une mesure qui est présentée comme relativement technicienne, mais qui en réalité remet en cause les soubassements même de l'équilibre du contrat de travail. Alors, je disais tout à l'heure, mission d'un juge chargé de préserver la légalité, j'ajoutais dans un état de droit. Vous allez me dire, vous abusez quand même des références un peu théoriques et abstraites, mais je tiens un peu à cette précision parce qu'il me semble aussi qu'elle rend compte de certaines des difficultés que pose le barème. Sous deux aspects. D'abord, un état de droit, c'est celui dans lequel la séparation des pouvoirs est assurée et dans lequel il revient au juge de sanctionner les violations de la règle de droit. Or, une des questions que pose le barème, c'est de savoir, ça a été sous-jacent dans plusieurs des propos de la journée déjà, c'est de savoir si en fixant lui-même les bornes de la réparation, je dis, il ne fixe pas la réparation, mais les bornes de la réparation, quelle que soit la situation considérée, dans tous les cas où sera constaté un licenciement injustifié, le législateur, finalement, n'aurait pas empiété sur les missions du juge judiciaire. Ce qui est en question ici, c'est au fond la question du niveau de contrainte que le barème exerce sur le juge et sur son pouvoir d'appréciation. Professeur Radé avait raison tout à l'heure de dire qu'au fond, ce qui compte, c'est l'écart qu'il y a entre les deux dents de la fourchette, ou de la fourche, disait-il. C'est bien ça dont il est question. Si l'écart est important, le pouvoir d'appréciation du juge est préservé. Si l'écart est trop resserré, le pouvoir d'appréciation du juge est restreint. Alors, où est la réponse ? Il me semble que la réponse, elle nous a été fournie par la passionnante étude qui nous a été présentée tout à l'heure. Elle nous a été fournie évidemment de manière partielle, encore provisoire, mais
ce que nous avons compris, notamment des derniers éléments de cette présentation, c'est qu'au fond, les montants des dommages-intérêts qui auraient été accordés à défaut de barème, étaient supérieurs à ceux qu'alloue le barème dans 2/3 des dossiers. Je ne me trompe pas, je crois que je ne travestis pas la réalité de votre étude. Au fond, nous avons eu ce matin la démonstration que dans 2/3 des dossiers, le législateur s'est substitué au juge pour évaluer le montant des dommages d'intérêt dus. Très clairement. Alors, je ne veux pas considérer que la messe est dite pour autant. Je sais bien que le Conseil constitutionnel n'a pas vu de difficulté à cet empiètement. Et alors là, pour le coup, le Conseil constitutionnel est vraiment le garant du respect de la séparation des pouvoirs telle qu'elle est constitutionnellement organisée. Et il a dit effectivement que le principe de la séparation des pouvoirs n'implique pas que le législateur s'abstienne de fixer un barème obligatoire pour la réparation d'un préjudice causé par une faute civile. Mais, comme on le sait, le contrôle du Conseil constitutionnel est évidemment limité à la seule conformité de la loi aux droits et libertés garantis par la Constitution et laisse donc à l'écart le contrôle de conformité aux engagements internationaux. Nous avons donc là le surgissement, si je peux dire. Non, ce n'est pas un surgissement, vous avez raison de dire que c'est déjà dans le référentiel habituel des praticiens, mais nous avons les conventions internationales, effectivement, qui viennent suppléer, si je puis dire, ce relatif retrait du Conseil constitutionnel. En tout cas, nous avons des conventions internationales qui, dans la hiérarchie des normes, s'imposent au juge dans l'exercice de sa mission. Et c'est pour ça que je faisais référence, là encore, à l'état de droit, puisque dans un état de droit, évidemment, la hiérarchie des normes s'impose au juge. Alors, je ne reviens pas, évidemment, j'aurais trop de scrupules à le faire sur tout ce qui a déjà été dit, sur la question de l'impérativité de la charte sociale, sur la question de l'effet direct. Ce qui me paraît important et intéressant, peut-être, c'est d'essayer de décrypter le sens à donner à la notion d'indemnité adéquate, et puis surtout sur les enseignements qu'on peut en tirer, précisément sur la question de la répartition des missions respectives du législateur et du juge. Au fond, la notion d'adéquation, il me semble qu'il faut s'arrêter vraiment sur le mot adéquat. Alors c'est vrai, le mot est vague, il est flou. Il laisse évidemment aux États une marge d'appréciation importante. Mais il me semble quand même que la notion d'adéquation contient en elle-même l'exigence d'une adaptation, c'est-à-dire d'une prise en compte des aspects particuliers, individualisés du préjudice qu'il convient de réparer. Je me suis amusé à aller sur Internet. La première définition que j'ai trouvée, c'est exactement proportionné à son objet, adapté à son but. Je crois qu'on peut admettre cette définition. Et on peut même aller plus loin. L'étymologie du mot adéquat, c'est ad aequatus. Ça veut dire rendu égal. Ce qui voudrait laisser entendre que pour être adapté à son but, l'indemnité doit donc être égale au préjudice. En tout cas, sans aller plus loin sur le sens à donner au mot adéquat, la Cour de cassation le dira le moment venu. Ce qui est sûr, me semble-t-il, c'est qu'une indemnité adéquate ne peut pas, en tout cas, par nature, être uniformisée. Elle ne peut pas, par nature, être déterminée in abstracto. Et au fond, il me semble que de ce premier constat, on retirera qu'en exigeant une indemnité adéquate, ces deux conventions, Convention 158 de l'OIT, article 24 de la Charte, dessinent en creux la frontière en deçà et au-delà de laquelle se répartissent les missions respectives du législateur et du juge. Au premier, de fixer les règles générales et abstraites qui gouvernent la réparation du préjudice dans le régime de responsabilité civile. Au second, d'en faire une application différenciée, au cas par cas, pour chacune des situations particulières qui lui sont soumises. Il me semble que l'exigence d'une indemnisation ou d'une indemnité adéquate pose en elle-même le principe d'un franchissement, ou en tout cas amène au constat d'un franchissement de la frontière par le législateur français, lorsque finalement il pose une règle qui aboutit à fixer l'indemnité, sinon dans tous les cas, en tout cas dans une très grande majorité de cas. En tout cas, il me semble qu'il y a là matière à s'interroger pour le juge
lorsque finalement un barème prédéterminé par le législateur uniformise à ce point l'indemnisation, alors même que ce juge sait trop bien par expérience que cette indemnisation ne peut être adéquate, en tout cas ne peut être juste, que si elle associe de multiples composants, de multiples facteurs, que l'étude de tout à l'heure d'ailleurs nous a également révélé. On voit bien que les magistrats croisent de nombreux facteurs, croisent de nombreux critères pour arriver à une indemnisation, alors peut-être pas dans une rigueur mathématique absolue, mais en tout cas dans un raisonnement et dans un processus intellectuel qui est typiquement celui du juge, c'est-à-dire effectivement sous-peser au cas par cas l'indemnité qui peut être due en raison de l'ensemble des paramètres qui peuvent caractériser le préjudice subi. J'en viens évidemment à cette deuxième dimension de la réception du barème par le juge, la dimension des qualités particulières du juge prud'homal, qui évidemment nourrit son sens de l'application du droit, car il applique le droit, mais il se nourrit d'une connaissance intime de la relation de travail et de la vie de l'entreprise. Et il me semble que c'est à ce second prisme que peut s'évaluer la réception du barème par les conseils de prud'homme. L'expérience de la vie de l'entreprise inclut celle des conflits, inclut celle des modalités de traitement des conflits. Et il me semble que, à ce titre, les conseils de prud'homme n'ignorent absolument rien de ce qu'est le potentiel de déstabilisation que renferme toute rupture d'un contrat, pour les deux parties d'ailleurs, qui sont parfaitement conscients de ce qu'est l'événement rupture de contrat pour l'entreprise et pour le salarié considéré. Et il me semble qu'au fond, les conseillers de prud'homme sont à ce titre particulièrement attentifs, ou en tout cas sensibles, au risque que renferme l'application d'un barème, c'est-à-dire le risque d'écart majeur entre la réalité du préjudice subi et le montant de la réparation. Et au fond, il me semble que ce risque d'une profonde disproportion entre préjudice et indemnisation, il est doublement présent dans le barème qui nous est présenté. Il est d'abord, indépendamment d'ailleurs de celui qui nous est présenté, il me semble qu'il y a un risque qui est consubstantiel à tout barème, parce que sa conception et sa construction se réfèrent nécessairement à des moyennes. Le barème, finalement, il est là pour gommer du même coup tous les écarts constatés dans la vraie vie, si je peux dire, d'une situation à l'autre. Et il me semble que c'est ce biais ontologique du barème que le Conseil constitutionnel a refusé de voir pour juger que le barème ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes. Il a relevé qu'il ressort des travaux préparatoires que ces montants ont été déterminés en fonction des moyennes constatées des indemnisations accordées par les juridictions. C'est la fameuse étude dont on parlait au cours de la discussion de ce matin. Mais au fond, on a envie de dire au Conseil constitutionnel, bon, peut-être qu'effectivement le barème a été conçu et construit à partir de ces moyennes. Mais au fond, la victime d'un licenciement injustifié, que lui importe de savoir si l'indemnité qui lui est accordée est dans la moyenne, s'il est en mesure de prouver qu'il est, lui, très à l'écart de la moyenne. Alors, on me dira, certes, oui, c'est l'autorité des législateurs qui l'a voulu, mais du point de vue du juge prud'homme, en tout cas, on peut admettre qu'il y ait des réticences fortes à entrer dans une logique qui est à ce point contraire au principe d'équité qui colore ces décisions. Alors, il me semble que ce risque d'une distorsion entre préjudice et indemnité, il est encore majoré par la conception même du barème, alors là en cause, qui est exclusivement fondée sur un critère d'ancienneté, on l'a déjà abondamment dit, donc je passerai très vite, qui se révèle non seulement frustre, comme l'a dit un auteur, mais également inadapté. Et je voudrais m'arrêter un instant d'ailleurs sur, de ce point de vue-là, sur la question donc, de la priorité qu'il faudrait donner ou pas au critère de l'ancienneté du salarié. L'étude est intéressante parce qu'elle montre que c'est le critère premier dans l'évaluation des magistrats. Le critère de l'ancienneté est celui qui intervient en tout premier. N'intervient en second, ensuite qu'en second, le critère tiré de la situation du salarié et donc notamment du fait qu'il a ou pas retrouvé un emploi. Je ne voudrais pas être désobligeant à l'égard de mes collègues ou anciens collègues, car je ne pratique plus, mais le recours au critère de l'ancienneté, le recours majoritaire au critère de l'ancienneté, je ne suis pas sûr qu'il traduise la réalité de ce qu'est le raisonnement du juge et de son évaluation. Je veux dire par là qu'il y a une espèce d'effet de facilité à recourir au critère de l'ancienneté. Il est immédiatement présent, il est dans le dossier, on sait déjà à quelle date le salarié a été embauché. Dès que
le dossier est inscrit au greffe du Conseil de prud'homme dès la première saisine, on a déjà le critère d'ancienneté, il est au dossier, le juge peut tout de suite le mobiliser. Alors bien sûr, l'ancienneté du salarié colore évidemment son préjudice. Elle peut le renforcer, mais est-ce que véritablement, si on interrogeait tous les collègues pour leur demander quelle est selon vous la nature première ou la cause première du préjudice qu'au salarié, il ne va pas vous dire c'est l'ancienneté. Qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est la perte d'emploi. C'est la perte d'emploi. D'ailleurs, on a été nombreux à s'interroger sur le sens à donner, la portée à donner à cet arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017, 9 jours avant la publication des ordonnances. Il résulte de l'article 1235.5 du Code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. 9 jours avant la promulgation. On s'est demandé si la Cour de cassation voulait faire un petit signal aux législateurs en disant attendez, n'allez peut-être pas trop vite en besogne. Bon, on ne va pas sonder les cœurs et les reins, mais ce qui me paraît intéressant dans cette décision, c'est pas tant au fond de savoir s'il y avait un message politique qui était adressé, mais que la Cour de cassation dit c'est la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice. C'est-à-dire c'est la caractérisation de ce qui est au cœur même du préjudice du salarié, c'est la perte d'emploi. Et il me semble que de ce point de vue, quelle que soit la faveur que, je dirais de manière apparente, on donne aux critères de l'ancienneté, je crois que tous les magistrats, qu'ils soient juges prud'hommes ou juges professionnels, sont conscients que le critère premier, c'est la perte d'emploi, et que donc le critère premier de la réparation du préjudice, c'est le critère du délai de retour à l'emploi. C'est celui-là qui est évidemment fondamental pour évaluer le préjudice du salarié. Et c'est pour ça que, me semble-t-il, le bon sens et le pragmatisme des conseillers prud'hommes les rend réticents à adopter un barème qui ne serait basé que sur un critère qui paraît quand même très largement inadapté à la réalité de la situation qu'on veut traiter. Donc, finalement, je crois que la résistance qui commence à se manifester, on verra si l'avenir la confirme, j'en sais rien, et je ne veux pas non plus prendre des paris, mais en tout cas, il me semble que c'est l'entorse à une conception simple et robuste de l'égalité qui est ressentie par les conseils de prud'homme. Celle qui veut que des personnes placées dans des situations différentes au regard d'un même événement ne soient pas traitées de manière uniforme, mais au contraire différenciées et adaptées. Alors, une fois de plus, le Conseil constitutionnel se dérobe, il refuse de consacrer cette conception de l'égalité, on vous l'a déjà dit. Le principe d'égalité n'impose pas aux législateurs de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Mais là encore, il me semble que la charte sociale supplée les carences du Conseil constitutionnel et qu'en posant l'exigence d'une indemnité adéquate, elle satisfait cette conception d'une égalité réelle plutôt d'une égalité formelle. Au fond, ce qui heurte légitimement la conception de la justice que le juge prud'homal se forme, c'est de devoir passer à la toise d'une grille arbitraire toutes les victimes d'un licenciement injustifié, quelle que soit la nature, l'ampleur, la durée de leur préjudice. C'est de substituer les chiffres froids d'une rationalité purement économique à la réalité des hommes. C'est en somme, dans un contexte général de montée en puissance des droits des victimes, de devoir prêter la main à la consécration d'une catégorie de victimes au rabais. Donc il serait, me semble-t-il, ni surprenant ni anormal que, respectueux de la hiérarchie des normes, les juges fassent prévaloir le principe d'individualisation de la réparation, qui est tout entier contenu dans l'exigence d'une indemnité adéquate, et que, sur le fondement de cette exigence, ils écartent l'application d'un barème qui lui est totalement contraire. Je vous remercie.